Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, et bienvenue au domaine du Rayol. Je me présente, je m'appelle Stuart, et je serai votre guide ce matin pour une visite guidée qui va durer 1h30. On va peut-être pousser jusqu'à 2 heures pour les plus motivés, bien sûr, pour les plus intéressés. Avant de commencer, c'est important de savoir que la visite, elle n'est pas obligatoire, et que si à tout moment vous voulez vous dégreffer du groupe, parce que vous êtes attiré par un papillon, une fleur, une ambiance, il n'y a pas de souci. Il faut juste me prévenir, comme ça je comprendrai pourquoi à la fin de la visite, il n'y a plus que 3 personnes avec moi. D'accord? Ça n'arrive jamais, bien heureusement. On va commencer par prendre un petit temps ici pour parler d'histoire. On pourrait s'amuser à regarder le littoral. Et qu'est-ce qu'on verrait? Rien. Enfin, on verrait le maquis partout. En 1850, on verrait pas les maisons, les hôtels, les villas, les piscines privées, toutes ces infrastructures à 40 mètres de la mer, il n'y aurait pas grand chose. Notamment ici au niveau du Rayol, il n'y a rien. Il y a bien évidemment déjà le petit village du Lavandou, de Bormes, il y a la Mole de l'autre côté, mais sinon il n'y a rien. Il faudra attendre la fin du 19e siècle avec la création d'une voie de chemin de fer reliant Hyères à Saint-Raphaël pour que la zone se désenclave et s'ouvre au monde. Monsieur et Madame Courme, un couple de Parisiens, Alfred Théodore Courme, un homme d'affaires qui a fait fortune avec l'exploitation de ressources naturelles aux 4 coins du monde, et sa femme Thérèse Courme, une héritière, femme de lettres, arrivent ici et ils mettent la main sur ce fond de vallon. Ah oui, d'accord. Où il n'y a rien, c'est que du maquis. Pourquoi ils viennent ici? C'est qu'ils veulent faire construire pour avoir un endroit où venir en villégiature d'hiver, 2-3 mois dans l'année. C'est celle-ci, la grande villa par laquelle vous êtes entré. De son nom de l'époque, la grande villa, les travaux commenceront en 1912 mais ne prendront fin qu'en 1921. Pourquoi? La guerre. Des eucalyptus pour séparer les deux domaines. La grande villa qui a été vendue deviendra un hôtel casino et eux ils partent s'installer là-bas. Alors monsieur Guillaume Tronchet il a respecté le cahier des charges de Thérèse, c'est-à-dire avoir une habitation plus humble, plus à taille humaine, avec des volumes plus petits et dans un style qui se fond avec le décor. Un avionneur, ingénieur aéronautique, monsieur Henri Potez. Les avions Potez. Dans les années 30-40, ce monsieur, il a, dans le nord de la France, dans la Somme, l'une des plus grosses usines au monde. Il produit des avions. Chirac, qui viendra avec sa femme et son fils, monsieur Jacques Chirac. D'accord? Raison pour laquelle on a rebaptisé l'avenue par laquelle vous êtes passé, l'avenue Jacques Chirac, puisque notre ex-président et la famille Chirac ont gardé un lien tout particulier avec le Rayol. Donc les Potez, ils arrivent ici, ils ont les moyens. Ils rachètent la villa, il faut rénover tous les bâtiments. La villa, au bout, ils rajoutent 5 chambres, des caves, une cour intérieure. En 1950, ils font construire la maison de la plage, et pour s'occuper de tout ça, ils ont 16 domestiques et 6 jardiniers. Cette mutuelle va confier ce projet immobilier à une SCI, les Terrasses de la Mer, qui vont faire plusieurs propositions. Première proposition, on rase le maquis et on installe 10 fois la grande villa. Sur la colline qui est bien préservée, voilà, 10 fois la grande villa, tout le monde a vue sur mer, c'est nickel. C'est pas forcément le projet qui va être retenu, celui qui va être retenu c'est on rase le maquis, on rase la villa et on installe 284 logements répartis dans des bâtiments de 3 étages de haut.
valeur en termes de biodiversité, puisque c'est un refuge pour une faune qui n'habite que dans le maquis. On peut penser à la petite tortue d'Hermann, qui ne vit que dans le maquis. Et que raser une maison, une villa comme ça, c'est faire disparaître un pan de l'histoire et de l'architecture typique de la villégiature du début du XXe. Pour toutes ces raisons, il y a une opposition qui va se créer et qui va durer 15 ans. Pendant 15 ans, le projet immobilier va être bloqué et il ne va rien se passer ici. Les 4 saisons. Le dernier et actuel propriétaire du site. La commune était favorable à cette acquisition à condition qu'on propose un projet. Il n'était pas question que ça devienne une réserve naturelle interdite d'accès aux habitants, aux gens du département. Voilà, c'est le patrimoine de tous. Donc le conservatoire propose de faire revivre les jardins d'antan. Sauf que le conservatoire, c'est pas des paysagistes, c'est pas des jardiniers. Donc il faut trouver quelqu'un pour mener à bien ce projet. Et ils vont aller rencontrer au début des années 90 monsieur Gilles Clément, un paysagiste qui faisait un peu de bruit à son époque. C'est le monsieur qui vous a parlé dans les vidéos à l'intro. Il a beaucoup plu au conservatoire parce que ce monsieur, sa philosophie, c'est de faire le plus possible avec la nature et le moins possible contre. Ça a été une négociation assez compliquée pendant des années entre le conservatoire et la commune. Et en fait, c'est vraiment deux personnes qui ont appris à se connaître. Cette histoire finalement, c'était le représentant du conservatoire. Vous êtes sur un jardin de paysage naturel méditerranéen. Il pique un peu, il a des épines? Il picote un peu lui, ouais. Effectivement, il picote lui. Alors, il faut l'imaginer en fleurs. C'est plus facile. S'il avait été en fleurs, vous auriez deviné d'un. J'ai souvent Tamaris qui sort. Quand il est en fleurs, on me dit un peu jeunet. Les fleurs, c'est vraiment des boules jaunes. C'est un mimosa. La classification des espèces se fait avec les fleurs et les fruits essentiellement. Donc quand on veut trouver le nom d'une plante, on va surtout se fier aux fleurs et aux fruits. D'ailleurs, ça va être une indication immédiate pour généralement trouver la famille. Et en botanique, on a envie de connaître le nom précis d'une plante, surtout quand la plante finit dans l'assiette. D'accord? Puisqu'on n'a pas envie de s'empoisonner parce qu'on a mal identifié une plante. D'accord? C'est une des règles d'or de la cueillette sauvage. Mais il y aurait eu les fleurs, d'un seul coup vous auriez dit mimosa. D'accord? Alors que là, les feuilles sont toutes petites, c'est les mêmes feuilles que le mimosa des fleuristes. Longs, les espèces de plumes un peu argentées, mais là elles sont toutes petites et vertes. La raison pour laquelle les courbes sont venues ici. Le fond de vallon avec de l'eau. Notre technique, c'est de nous assurer de la bonne acclimatation des plantes. De la pépinière à leur implantation dans la parcelle, on va veiller à ce qu'elles aient assez d'eau. Mais petit à petit, on va diminuer les arrosages. Et à l'implantation dans la parcelle, on va créer une cuvette et on va arracher toutes les plantes aux alentours pour limiter la concurrence, pour que cette plante nouvellement implantée ait accès à toute l'eau qu'on lui donne. Mais petit à petit, on va diminuer, parce que le but du jeu, c'est d'avoir des paysages qui peuvent vivre dans des conditions de sécheresse. Ouais, et tout dans le fond de ballon, c'est la Dicksonia. Antarctica, celle-là. Ce qui est intéressant et que j'aime bien mettre en avant, c'est que cette ambiance paysagère qu'on a devant, elle fait certes penser à la Nouvelle-Zélande, mais elle fait surtout penser à un paysage que personne ici n'a connu. Un paysage qu'on trouvait sur Terre il y a 300 millions d'années. On va trouver d'autres espèces emblématiques, pour n'en citer qu'une autre. Là, vous avez une cordyline australe. Cette espèce de yucca là. Une plante qui a été extrêmement importante dans la vie des Maoris, puisque cette plante, les feuilles fraîches étaient utilisées, et encore aujourd'hui, pour faire le toit des chaumières.
heure à l'espace de rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Asie subtropicale. En fait, on va tout doucement remonter en Asie subtropicale. Je vous ai parlé d'un second paysage de Nouvelle-Zélande. Il faut me le trouver. En haut, là, les graminées. Bah oui. Oui, Ici, vous avez ce qu'on appelle une prairie de carex. Allez, c'est le carré. Alors, c'est pas tout à fait des carex, pas un carex, mais un stipe Ah oui, oui. qu'on appelle un peu les cheveux d'ange, hein, par ici. Et il vient pas de Nouvelle-Zélande, il vient du Texas. Donc, rien à voir. Mais le pari est gagné parce que on voulait une ambiance similaire. Qu'est-ce qui pourrait expliquer sa taille? Il y a des hypothèses. Déjà, c'est que contrairement à ses amis du maquis, lui, il a eu la chance de grandir les pieds dans l'eau. Deuxièmement, il n'a a priori jamais été récolté. Donc peut-être jamais freiné dans son développement. Alors son petit nom français, ça va être l'oreille d'éléphant. Et sinon, son nom latin, c'est Alocasia macrorhizos. Petite particularité, cette plante fait partie de la famille des aracées, donc la famille des arômes. Chez l'oreille d'éléphant, il va y avoir une augmentation de température au niveau de l'inflorescence, à tel point qu'on a pu mesurer qu'il y avait jusqu'à 20 degrés d'écart entre l'inflorescence et la température ambiante. Pourquoi cette plante fait ça? Eh bien, elle fait ça pour attirer des insectes. Des insectes qui, la nuit, vont être attirés par la chaleur, qui vont venir se mettre sur l'épi et ils vont descendre attirés par le nectar dans une petite maison qui est juste à la base de l'épi. Là où ils vont être emprisonnés et ils vont passer toute la nuit à passer de fleur en fleur, se recouvrir de pollen et se délecter du nectar. Ici, ce paysage il est là pour plusieurs raisons, notamment parce que M. Gilles Clément, il aime faire avec l'existant. Et quand il arrivait avec son équipe ici pour créer ce projet de jardin, il y avait déjà tous les bambous. Et il y avait plein de lianes, il y avait plein de plantes asiatiques ici. Donc il s'est dit, on va essayer de créer une ambiance un peu asiatique où vont se mélanger des plantes de tout ce continent, mais sans vraiment une caractéristique bien précise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette installation elle date des premiers propriétaires des Courmes, puisqu'ils sont venus ici pour l'eau. Ah bah on va résoudre ce mystère tout de suite. À quoi ça ressemble, on est tous d'accord? Ça ressemble à une figue. Ça n'est pas une figue. Eh bien c'est une figue. Mais une figue qui tombe du ciel. Et à l'entrée, la guêpe va se voir déposer du pollen par les fleurs mâles et en bougeant à l'intérieur, elle va polliniser les fleurs femelles. Ici c'est vraiment le pays des glycines de Chine puisque grâce à vous et grâce au piétinement, eh bien ça pousse pas. En plus, les visiteurs ils sont gentils, ils enlèvent eux-mêmes les jeunes pousses. Et après nous par contre on va intervenir quand il faut ponctuellement pour limiter leur propagation. À savoir qu'on en a que ici.